Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un terme générique, comme je le disais, ça peut être plusieurs métiers. Ça peut être un juriste qui fait la CJA, conseiller juridique approprié. Ça peut être un conseiller en investissement financier ou immobilier. Ça peut être quelqu'un qui vend des crédits. C'est très, très général. Mais du coup, c'est un métier très généraliste et c'est un conseiller qui doit vous conseiller globalement. On dit souvent que c'est le médecin de famille. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. C'est parti, épisode Nicolas Decodin de Le Retour. Salut Nicolas, ça va ? Salut Mathieu, ça va bien ? Ouais, très bien. Écoute, toujours un grand plaisir de te retrouver ici et t'étais en train de me raconter que t'écrivais un livre, quoi. Donc ça y est, tu te prends pour Marc Lévy ou pour Joël Dicker ? Ça sera pas un livre d'amour, mais ça sera un livre d'investissement. On reste dans le thème. D'accord. Investissement, j'imagine. D'accord. Tu connais pas le titre encore Non, on est en pleine réflexion, mais on va essayer de faire un truc sympa avec une métaphore filée sur la cuisine, parce qu'on pense qu'investir, c'est pareil que de faire la cuisine. D'accord. Bon, très bien. Bon, on va surveiller ça de près. Je le relayerai au moment où tu le sortiras. Avec plaisir. En Noël, on essaye. En échange moi, je relaye uniquement si j'ai un livre avec une dédicace à la main, numéroté, avec un NFT qui va avec. Le mec relou. Écoute, c'est pas pour ça que je te reçois aujourd'hui. Alors toi, t'es le fondateur de Avenue des Investisseurs. Ça, c'est en plus d'être futur auteur et Avenue des Investisseurs. Donc c'est dans l'univers du conseil. Alors pas du conseil d'ailleurs, mais l'éducation financière. De l'éducation financière, de ce que je fais aussi avec la Martingale. Vous êtes vraiment, on va dire, le pendant de la Martingale sur Internet, sur les approches écrites plutôt, on va dire. Vous faites des vidéos un peu. C'est ça, non, c'est que de l'écrit, que des articles. On en a 200 à peu près d'articles depuis 2018 et on a une newsletter pour ceux qui veulent s'abonner. Allez-y, il y a une newsletter, mais l'essentiel de nos infos, ce sont les articles. Et alors aujourd'hui, je te reçois sous cette casquette Nicolas Decodin, Avenue des Investisseurs aussi, mais avant tout, sous cette casquette, tu es en train de te former. Tu t'as pas fini, hein ? J'ai fini, si j'ai fini. Donc tu es conseiller en gestion de patrimoine. Alors. Si on veut, oui, je suis conseiller en gestion de patrimoine puisque j'ai eu le diplôme, le Master 2 en conseiller en gestion de patrimoine l'année dernière. Ok. C'était un peu compliqué de faire tout à la fois, les études, le site, mon fils qui est en bas âge. C'était une année un peu compliquée, 2021. Vas-y, n'en rajoute pas. Mais toi, t'es un multi-entrepreneur, ça va pas t'impressionner. Voilà, des enfants, j'en ai 3. Non, mais je rigole. Multi-papa, multi-entrepreneur. Mais pour moi, c'était déjà, c'était beaucoup. Je m'en suis sorti, contre toute attente. J'ai eu mon diplôme de Master 2 en gestion de patrimoine. Donc, c'est-à-dire que je suis pas trop à côté de la plaque, je connais un peu le sujet. Au moins, c'est validé. T'as fait ça pas pour te vendre, hein, c'est pour apprendre que t'as fait c'est ça. vraiment pour compléter mes connaissances parce que je me disais, ça fait 15 ans que j'investis à titre perso. Ça fait 5 ans que j'ai créé le site Avenue des Investisseurs avec Ludovic. J'ai fait plein de choses, j'ai investi à titre perso, on a 5000 lecteurs par jour, etc. Mais finalement, j'ai pas de diplôme qui valide mes connaissances. C'était peut-être un peu le syndrome de l'imposteur. Le diplôme va-t-il tout changer dans ta vie ? Franchement, non, parce que j'ai franchement pas appris grand-chose. Enfin, je vais pas dévaloriser le diplôme, mais disons que j'avais tellement un background, j'avais 15 ans d'investissement que j'avais déjà 80% des connaissances, je pense. C'est une réponse très importante pour l'épisode du jour parce que évidemment ça viendra sur les questions que je vais te poser après, mais est-ce qu'il faut absolument avoir ce diplôme ou un diplôme pour être un bon... Attends, on va pas faire l'épisode avant et je te vois que t'es être prêt à me répondre. Juste pour poser le débat, le contexte de l'épisode du jour, notre idée c'est de proposer à nos auditeurs 10 conseils pour bien choisir son CGP, son conseiller en gestion de patrimoine. On dit CGP dans le jargon. C'est ça. Alors je dis 10, si on en a 9, si on en a 7, on changera le titre de l'épisode. Maintenant, j'ai quand même posé le débat ici, donc on va essayer d'en trouver 10. Pourquoi cet épisode ? Parce que à la fois, certains m'entendent très critique à l'égard des conseillers en gestion de patrimoine sur la Martingale. Je pense que tu peux avoir cette approche aussi, parce qu'il y a eu
il y a eu un moment où je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus, et évidemment pas tout le monde. Et à la fois, je dois le dire aussi, pour les bons conseillers en gestion de patrimoine, et pour les personnes dans ma situation et comme dans plein d'autres, soit des gens qui n'y connaissent rien, soit des gens qui n'ont pas le temps, avoir un bon conseiller en gestion de patrimoine, ça peut changer ta vie. Donc voilà, la question c'est comment on peut discerner, c'est pas le bon terme, mais trier le grain de livret. Comment j'imagine que le bon conseiller en gestion de patrimoine n'est pas le bon pour tout le monde, il est le bon pour moi. Donc j'aimerais qu'on travaille ensemble un peu cette question. Ça te va, Nicolas? Ok, ouais. Oui, okay. C'est le thème. Voilà, et donc mon idée là, c'est de voir un peu comprendre déjà qu'est-ce que c'est un conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il fait, quel est son job, et qu'est-ce qui moi me définit et comment je me mets en face. Et après, on va vraiment rentrer dans tous les détails de cette question. Alors, qu'est-ce que c'est un bon conseiller en gestion de patrimoine? Pendant que j'y pense, là, en arrivant dans le train, parce que je viens de Lille, j'ai fait le train Lille-Paris. En arrivant, j'ai lu un article sur mon smartphone, et c'était Danny Boone qui s'est fait escroquer de 4,5 millions par un personnage qui avait voulu lui a vendu des placements. Et je me suis dit, mais c'est pile le thème d'aujourd'hui, parce que comment c'est arrivé? C'est quelqu'un qui se fait passer pour un lord irlandais, c'est assez cocasse, un soi-disant lord irlandais qui lui a dit, Danny, how are you? Je te vends un super placement, 4,5 millions. Qu'est-ce que c'est? C'est un placement émis sur la Banque centrale irlandaise, enfin un truc vraiment what the fuck. Et Danny Boone, pourtant une personne normalement qui est censée être très bien entourée par des conseillers, j'imagine, des avocats fiscalistes, voilà, c'est une grande fortune française, il devrait être bien entouré. Il a investi auprès de ce personnage, et là il porte plainte parce que naturellement c'est une escroquerie. Et donc c'est vraiment, ça illustre que n'importe qui peut se faire escroquer. Souvent, on pense à la madame, la mamie qui se fait appeler, qui se fait démarcher chez elle, qui décroche, et voilà, c'est une personne vulnérable. Mais aussi des grandes stars, des grandes fortunes qui sont pourtant bien entourées, peuvent se faire escroquer. Donc, faut être très vigilant. Beaucoup d'argent et qui sont très visibles. Ils attirent les loups. Et là, il y avait 2 red flags. Ce coup-là, il y avait 2 red flags. C'est un lord irlandais, aucun rapport avec un conseiller en gestion de patrimoine. C'est une figure d'autorité, peut-être. En plus, c'était fake. Mais c'est pas un conseiller en gestion de patrimoine. Et deuxièmement, un produit adossé au taux d'intérêt de la Banque centrale irlandaise, mais c'est un produit qui n'existe pas non plus. Il y avait 2 red flags là, je vois, à 3,25%. Le taux, il n'était pas déconnant. Pourquoi pas? Parce qu'en effet, généralement, on va te dire que les arnaques sont toujours basées sur un truc à 10%. 10%, ça doit alerter. Mais là, c'était un truc assez cohérent. 3,25%, pourquoi pas? Mais c'est un produit qui n'existe pas. Et là, il y avait 2 red flags. Et il s'est fait, il se fait escroquer comme ça. C'est intéressant. J'avais pas vu cet épisode sous le prisme de l'honnêteté. Alors, il y a différentes sortes d'honnêteté, mais au moins de ne pas te faire escroquer. Parce qu'il y en a qui sont malhonnêtes juste pour prendre leur commission. Il y en a qui sont juste malhonnêtes pour te piquer ton pognon. Parce que c'est de l'exercice illégal de la profession et c'est interdit. Et alors, là-dessus, en effet, ça fait partie des conseils de base, quoi. Essayer de valider qu'il s'agit de quelqu'un qui honnête et réglementé. Donc, peut-être trouver d'autres clients. Comment on le sait, ça? Pour checker l'honnêteté, la validité de... Alors... je vais partir de le diplôme en Master 2 gestion de patrimoine. En fait, ça ne donne pas le droit d'exercer en tant que tel. Pour exercer, il faut un des 5 statuts. CGP, en fait, c'est un nom fourre-tout. En fait, derrière, il y a 5 statuts réglementaires. Il y a le plus connu, c'est le CIF, le Conseil en investissement financier. Il y a la CJA. La CJA, je l'ai obtenue grâce à mon diplôme. C'est la capacité juridique appropriée. C'est le fait de recevoir un client et de pouvoir lui donner des conseils juridiques, mais simples, on n'est pas notaire. 3e, c'est la carte T, pour vendre des appartements. Ça, c'est les agents immobiliers. Comme les agents immobiliers. 4e, c'est lié au BSP. Ça, c'est le droit de donner des crédits, d'octroyer des crédits. Et 5e, c'est l'IAS. C'est pour vendre des assurances-vie. Voilà. Donc, c'est 5 statuts, mais si on n'a pas un seul statut, il faut au moins un statut sur 5 pour exercer. Voilà. Mais le conseil en investissement financier, il faut être CIF. Et pour être CIF, soit on a le diplôme Master 2 en gestion de patrimoine, soit on passe une formation de 150 heures. Mais en plus de cela, il faut payer une association professionnelle. Il faut être adhérent à une association professionnelle. Il y en a 5 en France, comme la Chambre nationale du conseil en gestion de patrimoine. Il faut payer l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est l'autorité d'encadrement des conseillers en gestion de patrimoine. Et il faut adhérer à l'ORIAS. Donc, c'est plein de démarches
CGP, c'est vraiment un terme générique. Je peux demander à l'AMF si t'es adhérent ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas demander à l'AMF, mais concrètement, allez voir le registre Orias sur Internet. Tapez registre Orias, vous tombez dessus, et là, vous tapez le nom de votre conseiller, et là, vous pourrez checker si effectivement il est enregistré, oui ou non, à l'Orias. Après, j'imagine aussi que s'il te demande de virer de l'argent sur son compte à lui, tu peux te dire que c'est un peu chelou. Souvent, t'as quand même... il faut que ça soit une société. Oui, mais même une société, souvent, tu lui vires pas l'argent à lui. S'il a des honoraires, s'il est payé sous forme d'honoraires, il peut donner son RIB, le RIB de la société. Ok, alors explique-moi justement ces histoires d'honoraires et quelles sont les grandes sortes de conseillers en gestion de patrimoine. Je vais peut-être revenir sur ta première question, je crois qu'on l'a oublié, pardon. Vas-y, je t'en prie. J'ai parlé de Danny Boone parce que c'est un camarade de ch'ti, on est de la même région. Mais oui, ta première question, oui, c'est l'essentiel, c'est qu'est-ce que c'est un gestionnaire de patrimoine finalement. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un terme générique, comme je le disais, ça peut être plusieurs métiers. Ça peut être un juriste qui fait la CJA, conseiller juridique approprié. Ça peut être un conseiller en investissement financier ou immobilier. Ça peut être quelqu'un qui vend des crédits. C'est très, très général. Mais du coup, c'est un métier très généraliste et c'est un conseiller qui doit vous conseiller globalement. On dit souvent que c'est le médecin de famille. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu votre médecin. C'est pas la santé, mais pour moi, c'est hyper important, la santé et la gestion des finances, mais c'est le pendant du médecin pour une vision globale pour tout votre patrimoine. Alors, si je reviens un peu sur cette histoire, et pourquoi aussi, je dis qu'il y a des moments où il y a eu des arnaques ou en tout cas des dysfonctionnements, c'est que finalement, je pourrais me dire, en fait, moi, quand j'étais petit, le conseiller en gestion de patrimoine de mon père, ou de mes parents d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'était plus mon père qui gérait ça, c'était Philippe Lefebvre, son banquier à la Société Générale de Cherbourg, tu vois. Et en fait, ce monde a vrillé. En gros, on est d'accord, à un moment, les banquiers se sont mis à vendre que les produits de la banque, donc à plus conseiller de manière c'est pas objectif, c'est biaisé. Et donc à te dire faut que tu fasses ça, et te payer en fait pas pour te conseiller mais pour te vendre des produits. C'est ça. Donc ont émergé les conseillers en gestion de patrimoine qui eux étaient indépendants et donc te conseillaient plutôt un certain nombre de produits. Et puis tout ça a vrillé de nouveau puisque ces conseillers en gestion de patrimoine se sont mis à être ultra rémunérés on va pas dire du bac chiche, mais en tout cas en bac en retour de manivelle ou en fin d'année en fonction de les rétrocommissions des produits vendus. Chercher le terme, etc. Et donc du coup des choses assez opaques. Et tout ça avec un double effet ciseau qui est en parallèle l'explosion d'Internet qui a fait qu'en fait tout est arrivé sur la table. Déjà, les contenus qui font qu'on comprend comment les choses fonctionnent, d'une part, et d'autre part, les produits qui font que tu peux acheter la plupart de ces propositions de valeur et produits directement sans passer par un intermédiaire, alors qu'avant, il fallait soit passer par un réseau bancaire pour vendre des produits et eux qui se rémunéraient de temps en temps à 2, 3, 5, 10% à l'entrée, donc dès que tu versais de l'argent, donc sur des volumes astronomiques, soit par des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, mais en tout cas, il n'y avait pas de direct to consumer, comme on dit aujourd'hui, donc une distribution en direct vers le consommateur. Aujourd'hui, c'est possible. Tu peux acheter plein de SCPI, actions, etc. Enfin, même avant, les actions, il y a 15-20 ans, avant Bourseau et tout ça, fallait passer par ta banque, c'était compliqué. Il y avait je me rappelle mon père qui galérait chez le conseiller clientèle du Crédit Agricole. Et voilà. Et donc, du coup, tout ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, on arrive quand même avec une table qui a été largement retournée, avec en fait des banquiers qui savent plus trop où ils se positionnent par rapport à toi, sauf quand tu as besoin de faire un crédit, et encore même là-dessus ils sont challengés, et des conseillers en gestion de patrimoine aussi qui sont là à se dire attention parce que si pour certains qui poussaient fort un peu sur les rétrocommissions, ils se disent si je me fais griller là-dessus ça va être compliqué. Voilà, donc aujourd'hui ce conseiller en gestion de patrimoine, il a remplacé ton banquier, mais il est un peu challengé. Mais attention, parce que comme tu disais, il y a le bon conseiller et le mauvais conseiller. Comme dans toutes les professions, il y a des excellents plombiers, des mauvais plombiers. Sauf que savoir dissocier les deux, c'est pas évident parce que quand on déguste du vin, faut avoir le palais très fin pour savoir que c'est un bon vin ou un mauvais vin. Moi j'aime bien le vin, mais je suis incapable de dire c'est un super vin ou si c'est un vin juste correct. Voilà. Et c'est pareil pour un CGP. Moi, c'est assez facile pour moi de dire c'est un bon CGP, c'est un mauvais CGP parce que je baigne dedans depuis 15 ans, mais je me mets à la place des gens qui n'y connaissent rien.
c'est impossible de savoir à l'avance si c'est bien ou pas bien. Si on n'a pas la grille de lecture, c'est très dur. Donc, on va essayer de un peu débroussailler ce terrain pour pouvoir juger. Mais oui, c'est pas évident. Et oui, pour expliquer un peu la différence entre le banquier et le CGP, un bon CGP du moins, c'est que, par exemple, si vous allez voir votre banquier pour investir, disons, 100 000 euros, le banquier va dire, bon, c'est l'assurance vie. OK. Mais il va vendre que son assurance vie. Peut-être il y en a 2 ou 3, mais c'est juste les assurances vie de sa banque, de sa maison. Il peut pas dire d'avoir une assurance vie BNP quand tu es au Crédit Mutuel. Voilà. Alors, du coup, il va pas dire allez voir la concurrence. Il a raison, c'est comme si tu essayes d'acheter une Peugeot chez Renault. Et c'est pas exactement pareil déjà. Parce que s'ils sont censés, comme certains, te dire je suis conseiller, je suis conseiller clientèle, je suis pas commercial. Donc tu es censé me conseiller. Quand tu vas chez Renault, tu sais clairement que c'est pas un conseiller en voiture. C'est un vendeur de voitures. Exactement. Donc, tu n'es pas surpris qu'ils ne vendent que des Renault. Exactement. Tandis que là, les gens, je trouve que c'est un peu, je vais pas dire malhonnête, mais c'est pas la bonne image. Quand sur la porte du conseiller, c'est écrit conseiller clientèle, le client s'attend à ce que ce soit du vrai conseil. Ouais. Si c'est écrit commercial, vendeur de produits, de placement financier, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais là, c'est écrit conseiller, donc les gens pensent que c'est vraiment du conseil. Or non, parce que là, si je disais l'exemple 100 000 euros, je veux les investir, il va vendre sa propre assurance vie. Il va pas dire, allez sur Internet, tel ou tel courtier, ou même telle ou telle banque au coin de la rue, elle fait mieux. Non, ça serait du conseil. Mais non, il ne peut pas le faire. Pareil, si je veux si je lui dis je me marie, il va dire, ouvrez un compte joint avec 2 cartes bancaires, ça c'est le rôle du banquier. Il va pas dire mais vous avez pensé à votre contrat de mariage, est-ce que vous faites plutôt un Pacs ou un mariage, et si vous vous mariez, est-ce que vous prenez un contrat en communauté ou un contrat en séparation de biens? C'est pas du tout les mêmes conséquences sur le plan patrimonial et fiscal et juridique. Lui, il va pas en parler de ça, c'est du conseil, il serait pas rémunéré dessus. Non, il va juste vendre son compte joint. C'est pareil pour tout. Donc attention à bien dissocier le banquier il fait son job très bien pour vendre ses produits et pour vendre ses cartes bancaires, pour vendre le crédit aussi, ça c'est indispensable. Mais le pur conseil pour la transmission de patrimoine, pour un contrat de mariage ou pas, pour investir en placement financier, pour faire un investissement immobilier, le banquier va dire prenez mon Pinel, là j'ai un beau programme Pinel. Il va pas faire une étude sur Excel pour comparer. Alors vous voulez investir 200 000 euros en immobilier, alors voilà, on va faire un Excel avec plusieurs colonnes, le Pinel, le LMNP. C'est ça, et la difficulté, c'est de savoir combien la personne en face de toi gère de clients. C'est-à-dire que souvent, en fait, un conseiller clientèle ou un CGP, 1200, en fait, je crois. 1200 clients par conseiller clientèle. Moi, je croyais que j'étais resté à 300 ou 400, tu vois. C'était dans une bonne banque, en banque. En banque privée, moi, je suis en banque privée, mais je peux dire que c'était plutôt 80, moi. Ok. Ouais. En l'occurrence, voilà, on te dit, en gros, t'as X appartements à vendre, on envoie ça à tous les conseillers de telle région, et puis eux, ils doivent vendre, et puis ils prennent des commissions. Les clients, on comprend bien qu'ils n'ont pas le temps de conseiller pendant 2 heures un client. Donc, comment ils se rémunèrent, c'est les rétrocommissions. Donc, dans une banque traditionnelle, ce qu'on est en train de dire, c'est que éventuellement, tu es en conseiller, t'as une banque privée, que tu appelles une banque privée. Normalement, ils sont censés te conseiller plus. Moi, je suis pas complètement. J'ai une banque privée aussi et je suis très déçu finalement. Voilà. J'ai fait le test il y a un an en me disant bon allez, je vais pas avoir d'idées reçues, je vais tester. Et là, je suis très très déçu. J'ai plein de soucis. C'est devenu en fait c'est un argument marketing. C'est ça, c'est juste marketing. Toi et moi, on ne devrait pas être en banque privée, on n'est pas du tout milliardaires. Faut peser des millions. On s'est fait avoir. Mais c'est juste je vais me faire des ennemis, mais c'est juste une moquette un peu plus épaisse. Le conseiller, il est sympa, il me sert un café quand j'arrive. Mais il est pareil, c'est les mêmes travers, c'est-à-dire que le conseiller en banque privée, il ne peut vendre que ses propres produits. Il peut pas vendre les produits de la concurrence, donc c'est les mêmes travers. Sauf si on accède aux banques privées, JP Morgan, mais là il faut 30 millions. Ouais. Donc le combo, c'est quoi? Parce que tu pourrais dire finalement, il faut que j'arrête. J'ai fait cet épisode avec la BNP notamment, hein, tu vois, mais sur lequel on se pose la question si mon banquier sert encore à quelque chose. Et en fait, on se rend compte qu'il sert quand même souvent à te prêter de l'argent. Ce qui est le rôle. C'est pour le crédit immobilier, ça c'est indispensable. Original du banquier. Parce que sinon, tu peux te dire finalement, moi je me mets juste sur une banque sans frais. Ou très peu de frais, aura des pâquerettes, donc Lydia, N26, Revolut, et puis je prends un conseiller en gestion de patrimoine, et puis c'est fini, c'est plié, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. Moi, titre perso, c'est ce que je fais, honnêtement. J'ai ma banque en ligne, enfin, j'ai 2 banques en ligne, pour le compte courant, le compte Bourso et Fortunéo. Ok. Pour le compte courant, le compte joint, le livret A, parce qu'il est pareil partout, le livret A, c'est les mêmes taux partout. Même pas pour les actions, non, juste pour les comptes courants, en fait.
Et pour les actions, je suis un courtier en bourse différent. Pour l'immobilier, encore un autre. L'assurance vie, encore un autre que tu as reçu. Je cite pas, c'est Linksea. Okay. J'ai mes assurances vie chez Linksea. Voilà. Donc, j'ai pris les spécialistes pour chaque produit, en fait. Il n'y a aucune banque qui a le monopole des meilleurs produits. J'ai éclaté mon patrimoine selon les meilleurs. Et quand tu as fait des emprunts immobiliers? Un emprunt immobilier au Crédit du Nord. Ouais. Ok. Et eux, ils ne te demandent pas d'avoir la carte chez eux si Ils m'ont demandé, mais ils n'ont pas le droit. C'est une clause réputée non écrite. Même si c'était écrit dans le contrat, il ne peut pas exiger cela. Et ça, il l'a su après. Je lui ai dit, mais vous êtes au courant comme moi que c'est une clause réputée non écrite. Je ne serai pas obligé de domicilier mes revenus chez vous. Il a dit oui, je vais pas vous mentir, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé. Il dit bon, je vais pas les mettre. Donc, je vais pas mettre mes revenus chez vous. Okay. J'ai juste pris le crédit. Ok. Sauf si c'est en contrepartie, si c'est écrit noir sur blanc dans le contrat que c'est en contrepartie d'un taux bonifié. Là oui, là il y a une contrepartie. Par exemple, vous gagnez 0,20 points dessus. Là effectivement, donc là vous êtes obligé de domicilier les revenus. Ok, bon après faut comprendre ce que ça veut dire domicilier, mais juste c'est mettre son salaire dessus. Oui, mais ton salaire, mais si ton salaire il repart tout de suite chez ailleurs, on peut mettre en place un virement automatique le lendemain et c'est réglé. C'est ça. Très clair. Alors, par où je commence sur mon conseiller en gestion de patrimoine? Parce que là, il faut qu'on rentre de plein pied dans cet épisode. On a compris un peu, on a posé les débats, d'où ça vient, où est-ce qu'ils en sont, quels sont les intérêts. Est-ce que j'ai un endroit, j'ai un site, moncgp.com et boum, je trouve? Parce que en fait, évidemment, moi, je me dis si demain, dans ces milieux-là, il y a tellement d'argent en jeu. Il y a 4000 CGP en France et faut vraiment faire le choix. Donc, si il y a plein de sites internet. Si j'ai un site internet comme ça, je vais payer, le mec va payer un achat au lead ou je sais pas quoi. Donc, je pense, moi, en tout cas, j'en ai pas cherché, j'en cherchais un il y a un an, pas pour moi mais pour mes parents. J'aurais pu les conseiller mais je préfère pas mélanger business et famille, on ne sait jamais. Donc mes parents, je leur ai trouvé, j'ai mis 1 mois ou 2 à leur trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Du coup ça fait le lien avec ta question, indépendant pas indépendant. Et j'ai passé 1 mois ou 2 à fouiller internet, j'ai regardé plein de sites et les modèles de rémunération de tout le monde, et pour eux je voulais un modèle indépendant parce que je sais que si c'est pas indépendant, le CGP, c'est humain. Il sera tenté de vendre les produits sur lesquels il marge le plus parce qu'il est pas bénévole, le CGP. Soit il gagne son argent avec des honoraires, s'il est indépendant, soit il gagne grâce aux rétrocommissions. Et ça veut dire quoi, indépendant? Alors oui, attention, le terme indépendant, parce que beaucoup de CGP disent « je suis indépendant ». Effectivement, dans le sens capitalistique, il n'est pas rattaché à une banque. Il est indépendant dans ce sens-là. Mais certains jouent sur le mot. Indépendant, le client pourrait croire il est indépendant, il gagne pas de rétrocommission. Non. Indépendant, ça veut dire juste je suis pas rattaché à une banque et je peux vendre les produits que je veux. Voilà. L'assurance vie de la banque X, l'assurance vie de la banque Y, voilà. Mais le terme purement indépendant, c'est que 5% des conseillers en gestion de patrimoine, donc il y en a, ça se compte quasiment sur les doigts d'une main en France. Et 5 sur 5, ça fait 200. Ouais, effectivement, ça fait 200. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, c'est tellement rare. Je crois que c'est Héloïse Boll dans ceux qui sont passés sur la martingale. Ouais, je connais de nom. Ouais. Et du coup, j'ai fini par trouver. Mais oui, ce sens-là, réellement indépendant, ça vient de la directive MIF 2. Guillaume Angot, mais je sais pas s'il est CGP. Je connais de nom, je ne sais pas s'il est CGP. J'ai fait une conf avec lui à l'université. Et MIF 2, ouais. Et oui, c'est la directive MIF 2, c'est une directive européenne qui est sortie il y a quelques années, qui est très stricte. Et c'est calqué sur le milieu anglo-saxon. Okay. Parce que dans les pays anglo-saxons, on paye des honoraires. C'est normal. Les honoraires, ça veut dire que c'est pas une commission. C'est-à-dire que c'est interdit les rétrocommissions. Au lieu de dire finalement, parce que le gros argument, donc tu m'as dit, ça représente combien C'est que 5% des CGP. 5%. Donc c'est-à-dire 95% vivent de rétrocommissions. Ouais. Et du coup, il y a pas d'honoraires ou très très peu. Et 5% restants, ils ne vivent exclusivement qu'en honoraires. C'est ce qu'on disait de Google. Quand tu payes rien, c'est que le produit, c'est toi. C'est toi le produit. Donc quand tu sais que tu payes l'intérêt de l'indépendant dans ce que tu dis, c'est de te dire en fait je vais lui payer, donc c'est quoi, c'est des taux quotidiens, 500, soit c'est un taux, soit c'est un prix à la mission. Par exemple, il va dire je vais vous conseiller sur la transmission de patrimoine, une lettre de mission, ça sera 1000 ou 2000 euros. Ou soit c'est un suivi annuel et il va vous dire c'est par rapport à votre surface patrimoniale. Si vous avez 100 000 euros de patrimoine, ça sera pas la même somme que si vous avez 2 millions d'euros de patrimoine. Généralement, c'est 0,5 ou 1% par rapport à votre patrimoine. Donc, si vous avez 100 000 euros, 1000 euros. 1 million, 10 000 euros par an. Pour un suivi annuel avec le conseil financier, le conseiller juridique, fiscal, contrat de mariage, etc. Tous les événements de la vie, en fait, il va vous accompagner, la transmission de patrimoine, toutes vos questions patrimoniales, juridiques, fiscales. Ça, c'est un bon CGP. Et ça, c'est rémunéré. Il est rémunéré juste en honoraire. Et si, toutefois, il perçoit une rétrocom sur un produit financier, par exemple, il vous a vendu, entre guillemets, un PEA ou une assurance vie, s'il touche
je ne sais pas, 2%, 0,5%, il doit vous les restituer, il vous les réintègre, il vous les reverse. Voilà. Parce que légalement, avec la directive MIF 2, il est interdit de toucher des rétrocommissions. Donc, gros avantage là-dessus, c'est évidemment indéniable, c'est que finalement, ton conseiller en gestion de patrimoine, il est tellement transparent que finalement, il fait ça pour toi, il n'a pas d'intérêt. Il n'est pas du tout biaisé. Voilà, il n'est pas biaisé. Il ne va pas être poussé à te vendre les produits avec le plus de marge. Il s'en fout, il gagne la même somme. La problématique, c'est qu'il pourrait ne pas être motivé non plus. C'est-à-dire que tu peux te dire aussi à l'inverse, finalement, c'est 2% de rétrocom qui touche. Il va pas forcément aller se les chercher parce que c'est pas pour lui, c'est pour toi. Finalement, à un moment, tu vois ce que je veux dire. Du coup, même, il va même pas vouloir de rétrocom, donc il va au contraire chercher à minimiser les frais. Par exemple, au lieu de te vendre une assurance vie avec des frais sur versement et avec 2% de frais de gestion, parce qu'il y a des fonds actifs dedans qui sont à 1,60 ou 2%, plus les frais, il y a plusieurs couches de frais dans une assurance vie. Ça peut monter à 4% par an. Plutôt que de faire ça, il va te proposer une assurance vie avec 0 frais sur versement. Les frais de gestion de l'assureur, ça sera à 0,5 ou 0,7 au lieu de 1%. Ça sera vraiment le minimum du minimum. Les fonds en eux-mêmes, il y a des fonds, des supports d'investissement, des unités de compte. Quand dans ta assurance vie, tu as 10, 20 ou 30 unités de compte, chaque unité de compte, il y a des gérants de fonds qui les gèrent. Et ceux-là, ils sont payés. C'est une troisième couche de frais. Et donc, ce que je peux entendre dire... des fonds actifs à 2% de frais, il va te mettre un fonds passif à tracker, par exemple, à 0,30% de frais. Et mis bout à bout, si tu investis 100 000 euros avec un CGPI, tu auras peut-être 0,30% le tracker, 0,7 les frais de gestion de l'assureur, ça fait donc 1% au total, 0 frais sur versement, donc tu auras 1% de frais de gestion plus, admettons, 1% de frais du conseiller. Ça fera 2%. Et avec ça, en plus, il t'offre le conseil, etc. 2% tout compris. Tandis que le conseiller qui est rémunéré à rétrocom, là, il va être tenté de te mettre une assurance vie avec entre 1% et 5% de frais sur versement. 5%, c'est le plafond légal, pour pas déborder. Il y en a beaucoup qui se mettent au taquet des 5% ou 4,75. Et tu vois, tu es déjà à 2-3%. Tu as déjà atteint le niveau, sans compter les frais de gestion de l'assureur, 1% généralement. Quand c'est en banque ou en conseiller en gestion de patrimoine classique, ça fait 3%. Plus le fonds actif, t'es vite à 4 ou 5%, tu vois, par rapport aux 2% package, tout compris, du CGPI. Et ça, CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et donc véritablement indépendant au sens MIF 2. Pas juste indépendant au sens je suis pas dans une banque. Et moi, c'est ce que je voulais par mes parents. Et même quand j'ai des lecteurs, ça m'arrive, qui me posent la question, je leur dis, vous préférez honoraire ou pas? Et moi, à titre perso ou pour ma famille, je préfère pas... que des honoraires, je trouve ça plus transparent. Mais ça semble très évident qu'on le dit comme ça, toi et moi. C'est-à-dire que, évidemment, tu te dis, attends, avoir quelqu'un qui est... qui va, tu sais exactement ce qu'il gagne, c'est très clair, etc. Et les honoraires, etc. Bon, soit. Et je le défends assez souvent ici, et j'apprécie les gens qui le font. Cependant, si tu veux te mettre de l'autre côté de la barrière, tu peux aussi te dire que celui qui a des honoraires comme ça, il a pas faim, quoi. Il est pas là pour aller se battre, peut-être, pour lui et pour toi. Le tout, c'est de savoir ceux qui peuvent se battre pour les deux vraiment. Est-ce que ceux qui ont les indépendants, ils peuvent avoir des incentives ou des choses comme ça qui vont faire qu'ils vont se battre pour toi vraiment? Disons qu'il est vachement, je me mets à la place, le mec qui est CGPI ou la dame qui est CGPI, ils sont vachement motivés pour que le client re-signe parce que c'est l'aide de mission annuelle. Et ils se disent, si j'assure pas, si je suis pas présent auprès de mon client régulièrement, c'est pas quelqu'un que tu vas voir tous les 1 an. Non, en principe, le bon CGPI, il va te voir peut-être tous les trimestres ou il va te parler tous les trimestres. Et voilà, s'il assure pas, il sait que son client l'année suivante, à la date anniversaire, il va pas signer. Donc il est quand même vachement, en principe, il est vachement motivé pour être auprès de toi et te conseiller. Sinon, là on commence mal parce que on recommande quasiment 5% des conseillers en gestion de patrimoine sur les 100% existants. Tu te dis dégager 95%. Non, mais je veux dire après en plus, je pense que évidemment, je sens que ça fonctionne. Moi, je vais dire à l'inverse, j'ai jamais réussi. Et j'aurais une tendance, si j'étais conseiller en gestion de patrimoine, à pas y aller en indépendant. Je dois me mettre de l'autre côté, tu vois. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Si tu veux te lancer un jour, fais pas indépendant. Et moi j'ai dit non, mais moi je peux pas faire pas indépendant parce que sur mon site, j'arrête pas d'expliquer sur Avenir des investisseurs que attention, il faut minimiser les frais, attention. Je comprends évidemment, faut comparer, faut étudier. Bien sûr, mais en fait, j'aimerais allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu vois typiquement, il y a un truc que je trouve assez bien pour le CGP conseiller en gestion de patrimoine. Là, j'essaie de me mettre de l'autre côté de la barrière encore une fois. Celui qui est pas indépendant, c'est que souvent il va ce qu'on appelle il va stacker. Il va stacker, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il a de clients actifs,
plus finalement il va avoir des revenus récurrents, soit sur les nouveaux montants que vous allez rentrer chaque mois, parce qu'ils touchent des commissions sur ce qui rentre dans différents PEA, SCPI, tout ce que tu veux, soit sur l'existant. Donc plus il grossit, plus il a de clients qui rentrent de l'argent, plus il a d'argent sous gestion, on dit comme ça, et bien plus en fait lui il stack. Ah ouais. Parce qu'il prend X% de l'encours global du cabinet. Exactement. Donc eux, l'intérêt c'est que de faire grossir la boule de neige, et au fil des ans, la première année souvent c'est très dur, les premières années le temps d'acquérir un stock de clients entre guillemets, et après au fil des ans l'encours gonfle et alors, ils s'enrichissent comme ça. Mais j'essaye de me mettre juste à un endroit un peu au bout de quelques années, est-ce que finalement, si il peut pas avoir plus de temps pour toi et finalement une réflexion plus importante parce qu'il est pas à l'heure près, il est pas à toutes ces choses-là. Je sais pas, j'essaye de voir quand même dans cette approche. Je ne sais pas. Après, il faut qu'il recrute. Le cabinet, s'il grossit beaucoup, le portefeuille client grossit beaucoup, et s'il faut garder un bon service client, avec 1200 personnes, comme tout à l'heure, là, ça n'ira pas. Donc, généralement, un bon cabinet, il faut qu'il ait 100 ou 150 clients maximum par conseiller. Okay. Et donc, pour que chaque conseiller ait le temps de prendre soin de ses clients, faut qu'il soit là pour des rendez-vous réguliers, que ce soit pour les investissements financiers ou immobiliers ou des questions juridiques, il faut être présent. Donc, il faut pas dépasser les 100, 150 clients. Ça peut être une question à poser, ça, au CGP. Combien vous avez de clients au global pour combien de conseillers? Et après, tu te calcules le ratio. Je viens d'y penser là en disant ça, mais c'est hyper important de savoir, parce que si le CGP il a 500 clients pour 500 clients par CGP, là, tu sais que ça va être compliqué de se faire conseiller. Ne serait-ce d'envoyer un mail et qu'ils nous répondent à notre mail ou de l'appeler. Forcément, si tu multiplies le nombre de clients par CGP, tu divises le temps disponible par client. Ok. Bon, je comprends que c'est pas. Alors, déjà, c'est très clair maintenant. Les indépendants, les non-indépendants. Donc après, on peut choisir ses choix. On peut en rencontrer plusieurs. Comment on fait par la suite une fois qu'on a pas trouvé sur un site internet qui les regroupe tous, mais par le bouche à oreille, sachant qu'il y en a en région, ou peut-être certains spécialisés sur certains univers, mais déjà dans ta région, ou par tes potes ou par des potes de potes. Qu'est-ce qu'on fait après? On essaie d'en voir plusieurs. On n'en voit qu'un seul. On fait combien de rendez-vous? Je recommande d'en challenger au moins 2. Ouais. Alors, si c'est des CGP classiques, ça sera rendez-vous gratuit. Ouais. Si c'est CGP indépendant, généralement, le premier rendez-vous est payant 100, 200 euros, 300 euros. Okay. Et c'est payant parce que là, il y a du conseil. Dès l'issue du rendez-vous, il y a des conseils. Et voilà. Vous pouvez challenger les deux modèles. Vous pouvez avoir un CGP classique, un CGP I. Et après, vous comparez et vous voyez avec celui qui matche le mieux avec vos besoins. Et il se passe quoi après le premier rendez-vous, justement? L'objectif, souvent, du CGP, si ma mémoire est bonne, normalement, il doit mapper ton patrimoine. Il doit essayer de voir un peu ce que tu as, ton profil, etc. pour revenir ensuite avec une sorte de... une restitution. Ouais. On appelle ça une restitution dans le jargon. Mais oui, déjà, réglementairement, il faut une DER. Un document d'entrée en relation. Si votre CGP ne vous donne pas une DER, red flag. Okay. Pour que ça soit réglementaire, il faut une DER. C'est un peu la carte d'identité du CGP. Il va se présenter dessus. C'est un simple papier, mais sur lequel il se présente. Il présente son cabinet. Est-ce qu'il est CIF? Quel est le numéro ORIAS? Adhérent à telle chambre? Bon, c'est des questions un peu chiantes, mais il faut le faire. Il faut la DER. S'il n'y a pas ça, red flag. Et ensuite, donc le premier rendez-vous. Et après le premier rendez-vous, ça peut prendre 1 heure ou 2. Okay. Normalement, le CGP doit être à votre écoute. C'est surtout vous qui devez parler en tant que client. Donc combien je gagne, qu'est-ce que j'ai de côté, est-ce que sous quel régime matrimonial Revenu, ou quoi, régime, est-ce que j'ai les enfants, pas d'enfants, divorcés, pas divorcés. Et après voir aussi au-delà de ça, là on est sur des choses qui sont très factuelles. Il y a aussi une question un peu d'état d'esprit. C'est est-ce que je suis une tête brûlée, est-ce que oui, pour construire l'allocation patrimoniale, est-ce que tu veux beaucoup des actifs atypiques? Je sais pas, est-ce que tu veux de l'or, des crypto-monnaies, des montres, ou est-ce que tu es plus investisseur traditionnel Et c'est vrai que moi, je dois dire, sur un des premiers rendez-vous qui m'avait marqué, on m'avait dit, en gros, moi j'avais dit, non, mais moi je suis une tête brûlée, je vais y aller, allez, on y va, vas-y, partout. 100% crypto, ouais. Voilà, non, mais tu vois, j'étais bon à fond sur plein de trucs. Et puis, le mec m'avait dit en face, alors, juste, t'es entrepreneur, t'es déjà, tu vois, full risque sur ta vie pro, te mets pas full risque sur ta vie perso. Parce que sinon tu vas faire n'importe quoi. Et donc du coup en effet, et ça c'était pas un indépendant, tu vois, en l'occurrence il m'avait bien mappé des choses, etc. Et voilà, et donc en effet c'est là où c'est intéressant d'en voir plusieurs, déjà de voir quelle approche nous correspond le plus, si la personne on a un bon fit.
Et moi, je dirais ce que je fais d'ailleurs un peu dans tout, hein, dans mes podcasts, dans les interviews, dans les échanges, dans ma vie privée, tu vois. Dans ce moment-là, je vois des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, je les regarde en soirée et tout, je les prends entre quatre yeux, je lui dis est-ce que t'es heureux, mon pote, tu vois, est-ce que ça va, tu vois. Et c'est cool, mais bon, je pose pas ça à mon CGP non plus, hein, si sa vie sexuelle. Mais non, je veux dire, tu poses les vraies questions que t'as envie de poser. Faut pas se retenir. Combien tu vas gagner ? Est-ce qu'à la fin de l'année, je vais avoir un mail très clair ? Parce que le truc, c'est qu'ils sont obligés maintenant, je crois, hein, c'est ça ? Oui, réglementairement, faut donner, un peu comme les banques, c'est l'IFU, l'imprimé fiscal unique. Et ça, c'est pour déclarer les impôts. Mais c'est un autre papier, je ne sais plus comment il s'appelle, en banque, qui doit récapituler. C'est simplement le récapitulatif des frais annuels, je crois. Et pareil pour un CGP, il doit vous donner les frais. Et, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un CGP d'ailleurs qui me disait ça me gêne un peu ce document. Depuis, c'est plus dur pour convaincre les clients. Depuis, c'est plus dur. Mais je dis mais oui, mais c'est normal que le client sache combien ça lui coûte. Mais sinon, c'est l'illusion de la gratuité et le client se dit il m'a vendu un Pinel, mais il m'a pas fait payer de frais. Il m'a pas fait payer d'honoraires. Mais ouais, en fait, c'est l'illusion de la gratuité. Oui, la réponse, c'est de dire non, mais c'est gratuit pour vous. C'est le fournisseur qui me paye. Alors qu'en fait, il y a 5-10% de rétrocom. Ouais. Pendant mes études, j'ai appris ça. Tiens, j'ai un prof qui était très, très honnête. Il disait lui-même, en fait, pendant mon diplôme, un master 2 gestion de patrimoine, j'ai eu des profs qui étaient eux-mêmes des professionnels. J'ai eu un notaire pour le droit civil. J'ai eu un gestionnaire de patrimoine pour tout ce qui était investissement, je crois. Un avocat fiscaliste, etc. Et je crois que c'est le gestionnaire de patrimoine qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a écrit au tableau si vous voulez être pauvre, faites-vous payer en honoraires seulement. Si vous voulez être un CGP riche, vendez du Pinel. Et il a dit le Pinel, franchement, j'aime pas trop. Moi-même, j'aime pas trop parce que c'est pas forcément dans l'intérêt du client. Souvent, c'est cher payé, c'est pas rentable. Mais vous gagnez entre 5 et 10% par Pinel et là, vous serez un CGP riche. Et là, je me suis dit, je disais ça avant un peu enfin, si j'avais compris le truc, mais là je dis, il valide ce que je pensais depuis toujours. Se faire pineliser, il s'est fait pineliser. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, oui, effectivement. Et oui, donc les gens qui croient ne rien payer, c'est l'illusion de la gratuité. En fait, quand vous achetez quelque chose, il y a des rétrocommissions qui peuvent être très très élevées et bien supérieures aux honoraires que vous payez si vous choisissez un CGPI. Donc, on sait ce qu'on... Ça, c'est un autre prof qui avait dit ça que j'avais aimé, c'était le notaire. Il avait dit, faut pas voir ce qu'on paye, faut surtout voir ce qu'on gagne, le retour sur investissement. Exactement. Et ça, ce sont des choses très importantes dans un autre univers que je connais bien, qui est notamment la transmission d'entreprise, un business qu'on monte, là, j'en ai parlé. Ah oui, Alvo, ouais, exactement. Et en fait, souvent, être bien accompagné dans ce genre dans une transmission d'entreprise, ça peut être pareil d'ailleurs pour un agent immobilier. Si t'es bien accompagné et que tu payes 5% à quelqu'un qui te fait vendre ta boîte 15, 20, 30% plus cher, ça vaut le coup. C'est le meilleur investissement du monde. Donc c'est là où, en fait, la question qu'il faut te poser, c'est en face de moi, est-ce que j'ai les meilleurs ? Et c'est quand même ça, hein, la question. Est-ce que j'aurai le ROI ? Voilà. Est-ce que je vais avoir les meilleurs ? Est-ce que je vais avoir aussi quelqu'un de transparent ? Parce que quelqu'un qui est pas transparent, c'est quand même embêtant. Et c'est là où je reviens sur ma remarque, hein, dire aux gens, typiquement, même les choses que les CGP ou les banques te donnent à la fin de l'année sur la répartition des frais, souvent, c'est quand même mis en tout petit dans un truc noyé au milieu de plein de choses, etc., que tu vois pas passer. Moi, je les ai pas vus passer. Ça fait 2 ans que c'est obligatoire. C'est la police 3. Ouais. Ça fait 2 ans que c'est obligatoire. Honnêtement, j'ouvre mon courrier, je vois les trucs, j'ai rien vu. Et donc, du coup, il y a un moment, j'aimerais juste avoir un mail, tu vois, très clair, qui dit, regarde, voilà combien tu m'as payé cette année. Je pense que celui qui osera faire ça à un moment, quitte à l'assumer, dire voilà, mais bon, cette année, c'est réglo. Donc on le choisit en fonction de tout ça, et encore une fois, il y a au-delà du fait qu'il soit honnête, malhonnête, c'est quand même une question de fit personnel, quoi. Oui, faut être à l'aise parce qu'en fait, faut tout déballer comme un médecin. Faut pas se retenir de dire j'ai tel ou tel souci de santé. C'est pareil devant le CGP, faut pas hésiter à dire je veux faire une transmission de patrimoine et tel enfant il pose problème et l'autre je veux privilégier l'autre enfant par exemple. Comment je peux optimiser ça ? Enfin, il y a des questions hyper personnalisées et parfois un peu tordues, mais faut oser tout dire pour en face que le CGP puisse donner les meilleurs conseils appropriés. Tu vois, Guillaume Mango, dont on parlait tout à l'heure, moi je l'ai entendu, qui est frugaliste, mouvement Fire, etc. Tout de suite, j'ai pensé, non pas que mon frère soit frugaliste, mon associé, mais j'ai pensé à Pierre, je lui ai dit, appelle-le avant que je passe l'épisode de la martingale, parce qu'il va prendre une douille, il va le sentir passer. Et puis tout de suite, boum, j'avais bien senti, ils sont bien entendus, tu vois. Et moi, très peu pour moi. Guillaume, je t'embrasse, c'était cool cet épisode, mais moi je suis pas frugaliste, tu vois. Je suis pas dans cette démarche. Alors je suis pas non plus un pété du casque à vouloir rouler en Ferrari, à en avoir 8, etc. Mais tu vois, je saute partout, j'ai envie de faire plein de choses. Tu live, tu dépenses tout. En vacances, tu comptes pas. Exactement. Et donc, on n'a pas la même approche. Donc, c'est là où je dis, il en faut vraiment pour
tous, quoi. Il faut voir le profil. Il y a le côté rationnel, comme on disait là depuis le début, calculer un peu les frais, etc. Le ROI, retour sur investissement, etc. Mais il y a le côté aussi, le profil, il faut que ça matche pour qu'ils vous comprennent et qu'ils puissent vous donner les meilleures infos et que vous vous entendiez bien, parce que c'est hyper important. C'est un suivi long terme et peut-être que vous verrez 3-4 fois par an, et donc faut que ça matche. Et oui, je pensais à quelque chose. Ne prenez pas forcément le CGP qui est à côté de chez vous, parce que c'est pratique, il faut que 2 minutes pour y aller à pied, par exemple. C'est bien d'y aller en 2 minutes à pied, mais c'est pas quelqu'un que vous allez voir tous les jours non plus. Donc il vaut mieux privilégier la bonne entente, et puis c'est un truc qui se fait très aisément. On peut faire ça aussi en visio en plus. Voilà, on peut faire ça en visio. Il y a pas besoin. Mon père, il fait ça avec son CGP en visio et ça se passe très bien. Pourtant, il a 65 ans. Au début, il était pas trop chaud, mais je l'ai rassuré là-dessus et il le fait très bien. Donc voilà, le critère combien de minutes je mets pour aller chez mon CGP. Enfin, ça doit être le dernier critère à voir. C'est peut-être bien de réussir à le voir une fois en vrai si tu y arrives, mais encore, en effet. En fait, ce qui pourrait m'inquiéter plus un peu, c'est qu'à distance, tu vois, quand on parle d'arnaque, etc., c'est que potentiellement, souvent, t'aimes bien serrer la pince de quelqu'un, le regarder droit dans les yeux. Enfin, les bons arnaqueurs, ils arrivent à faire très, très bien. Ils te regardent droit dans les yeux aussi. Ok. Donc, le critère compétence, objectivité, et puis si ça fit ou pas psychologiquement avec la personne en face, ça c'est essentiel. J'ai compris ça. Et attention au démarchage téléphonique. Pour moi, ça c'est un red flag. Quand quelqu'un, moi j'en reçois moi-même souvent et je leur dis, mais vous savez, moi-même je suis diplômé en gestion de patrimoine, je suis pas intéressé par votre truc, merci, au revoir. Mais peut-être une fois par mois je reçois un coup de fil. Surtout, je pense que dès qu'on a un peu de pognon, on est spoté et c'est une démarche proactive. C'est vous qui devez aller vers quelqu'un et pas quelqu'un qui vient vers vous. Si quelqu'un vous démarche, très bon conseil. Je pense que c'est quelqu'un qui a faim. Et quelqu'un qui est très bon, il est débordé, ne serait-ce que par le bouche à oreille. Il est débordé, il n'a pas le temps de prendre le téléphone, d'appeler. Enfin, pour moi, ça me fait un peu pitié. Je me mets à la place de la personne qui appelle. Je me dis, mince, à la fin, à ce point-là, pour moi, c'est red flag. En effet, moi j'en ai un ou deux, j'ai même du mal, j'essaie de les faire venir sur la martingale et ils ont du mal, tu vois, et ils me disent, non, mais si je viens là-dessus, en plus, je vais m'en prendre plein la gueule. Non, c'est vrai. Ils vont se faire lyncher. Non, mais ils vont avoir trop de boulot ou trop de. Tu as raison. Une fois que je signe, je suis engagé sur un truc ou je peux arrêter quand alors, le CGP, je sais pas comment ça marche, non indépendant, on achète ou on n'achète pas quand c'est non indépendant. Oui. Quand on est indépendant, si on choisit un CGPI, là on signe une lettre de mission juste pour une mission précise, par exemple être conseiller pour tel ou tel investissement, ou on signe une lettre de mission pour un suivi annuel. Et on va payer, je sais pas combien, par exemple pour 200 000 euros, on paye 2 000 euros, pour 1 million, on paye 10 000 euros, parce que c'est souvent 0,5 ou 1% du patrimoine à gérer. Et là, on paye pour un suivi annuel. Il y a deux approches différentes, la mission ou le suivi annuel. Donc on a signé, on a compris. Comment on vit bien avec son CGP? Comment on avance avec lui? Comment ça se déroule? Si ça se passe super bien, tu l'invites au resto, et si ça match encore mieux, tu vis avec lui et vous faites des enfants. Mais... non, c'est pas le sens de la question. Non, c'était pas le sens de ma question. Ça veut dire quoi avoir une bonne relation avec un CGP? Est-ce qu'on peut c'est une durée de vie de 2 ans, c'est 10 ans, c'est toute une vie. Moi, je me mets à ma place si je voulais un CGPI ou mes parents, ils ont besoin d'un CGPI qui les accompagne pendant 10 ans, 20 ans, idéalement jusqu'au bout, quoi. Parce qu'après, il y a tellement de problématiques. Je pense à l'épisode avec Maxime Carmignac que j'ai écouté ce week-end. Et souvent, il y a un côté intergénérationnel. Un bon CGP, t'as raison. il doit s'occuper de ton patrimoine à toi, mais aussi tes enfants et peut-être plus tard les petits-enfants. C'est vraiment la famille. La suite, la transmission. Et du coup, moi, à titre perso, j'ai envie que ça soit un suivi très, très long terme. Alors, bien sûr, si ça marche pas au bout de 2 ans, je le dégage. Mais si ça marche bien, je le garde à vie. Et après, il va conseiller moi, mes enfants, etc. Parce qu'il a suivi, par exemple, la transmission qu'il y a eu entre toi et tes enfants. Et après, c'est un peu naturel qu'il s'occupe de tes enfants, etc. Ok. Et il fait quoi pour toi, le CGP? Alors, il te propose des invests, il te dit, attends, tu fais pas assez de bourse, tu fais pas de crypto, tu fais trop de machin, tu fais des choses. Il fait tes impôts? Il peut voir ton allocation patrimoniale, effectivement. Il peut voir ta temps financier, ta temps en actions, en immobilier, t'as des cryptos, t'as pas de crypto, etc. Voilà. Il fait une allocation propre à toi et à tes projets, surtout. Il sait que si tu as besoin de partir dans 10 ans, je vais arrêter. Là, il va te construire une allocation pour que à 50 ans, donc dans 20 ans, c'est ça pour toi, tu sois, pour que tu aies des revenus passifs qui tombent régulièrement à 50 ans. Voilà, il va s'adapter à tes projets.
Il va aussi dire, par exemple, s'il te faut de l'immobilier dans ton patrimoine, si tu as de la capacité, parce qu'on parle de la capacité d'épargne là, mais si on parle de capacité d'endettement, il va dire, vous n'avez pas saturé votre capacité d'endettement, vous avez votre résidence principale, c'est fait, faut investir, vous avez 33%, voire même 35% de capacité d'endettement, achetez, c'est un peu dommage de ne pas saturer la capacité. Donc il va dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va pas te sortir enfin, ça dépend. C'est un très bon point ce que tu me dis. Il va pas te sortir forcément le Pinel, mais il va comparer, ok, alors, telle ville ou pas, on va comparer les dispositifs. Vous avez une capacité d'emprunt de 300 000 euros. Est-ce qu'on fait un immeuble ou pas ? Est-ce que vous voulez vous-même gérer beaucoup ? Si vous voulez pas gérer, on va faire plutôt des SCPI. C'est de l'immobilier par papier, comme ça vous n'avez rien à gérer. Donc tu peux emprunter là-dessus aussi. On peut emprunter, l'effet levier. Si on fait pas des SCPI mais de l'IMO traditionnel, est-ce qu'on fait plutôt LMNP, Pinel ou autre ? Voilà. Un bon CGPI, il va tout étudier, il va faire ça. Tous les acronymes que Nicolas utilise là, vous les avez sur Avenue des investisseurs, mais aussi sur tous les épisodes de Génération de la Martingale. Ça va décrire. Et voilà, qui sont expliqués dans différents épisodes. Mais voilà, location meublée professionnelle, les SCPI, bon, on parle même pas on l'explique pas, mais société civile, placement immobilier. Bon voilà. Il va vraiment s'adapter. Oui. Est-ce que tu veux gérer toi-même ou pas ? Et souvent, quand on est retraité, on veut pas gérer. Ouais. On veut vraiment être tranquille. On investit, mais sans gérer. Donc là, il va dire, l'immobilier, ça sera plutôt les CPI. Les actions, on va pas vous faire des sueurs froides avec des valeurs technologiques, j'aime bien. Et ça sera plutôt des trackers, par exemple, des paniers d'actions bien répartis dans le monde entier. Ça sera moins volatile, tu seras plus serein. Donc il y a ce côté investissement financier, immobilier. J'aime bien, je fais une pause juste sur un truc, une question que tu t'es posée, posez-la vous, là, quand même. Est-ce que vous avez saturé votre capacité d'emprunt ? Moi, c'est une question, tous les jours, je me la pose, quoi, au niveau perso, au niveau pro, parce que c'est le levier, de l'emprunt qui peut, voilà, ça peut coûter cher si tout se casse la gueule derrière et que les choses que vous avez achetées ne valent plus rien, que vous remboursez un emprunt. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec les emprunts, mais posez-vous cette question. Ça peut faire effet levier, mais ça peut faire effet massue. Si jamais on emprunte beaucoup pour acheter n'importe quoi, c'est effet massue. D'ailleurs, c'est comme ça que ma passion a débuté il y a 15 ans pour les finances perso. Si j'ai rencontré quelqu'un qui prétendait être un CGP, et c'est pour ça que le sujet me tient particulièrement à cœur il y a 15 ans. C'était du bouche à oreille, et je me suis dit, génial, bouche à oreille, on me recommande ça, ok, je vais signer. Donc attention, qui vous fait part de l'info. Parce que si le bouche à oreille vient de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, et là, en l'occurrence, c'était un collègue de travail, quand j'étais militaire, lieutenant. Il m'avait dit, passe par mon copain, là, Épinal, il est CGP, etc. Et à l'époque, je lui avais fait confiance, j'avais signé un Robien. Le Robien, c'est l'ancêtre du Pinel. Ça marche pas, tu pouvais pas te robianiser. Et là, je me suis fait robianiser, mais bien comme il faut, parce que j'ai acheté un Robien à Épinal. Et la ville, vraiment, pourquoi Épinal, je ne sais pas, mais il avait que ça à vendre. Et moi, je lui ai fait confiance, je lui ai dit, ok, je signe. À l'époque, j'y connaissais vraiment pas. Je connais un paquet, moi, Belfort, des endroits où. Des endroits très sexy. Non, mais ça se trouve, Épinal et Belfort, tu peux faire des super belles opérations. C'est pas le problème, c'est pas ton endroit. C'est juste qu'on va te coller. Moi, on m'a proposé un truc à Bron, j'en ai parlé maintes et maintes fois ici, mais en banlieue de Lyon. Ouais. Et même à Bron, je suis sûr qu'il y a eu des bonnes opérations à faire. Mais là, voilà, faut juste aller voir, quoi. Moi, mon Robien, je l'ai payé, je crois que c'était 140. Donc à l'époque j'ai pas fait le comparatif, c'est de ma faute aussi. Lui surtout c'est de la faute parce qu'il en tant que très pro, bien formé, il y a tellement d'argent gagné. Moi je m'attendais à ce qu'il me conseille totalement. Tu l'as revendu combien ? Tu l'as encore ? J'ai honte de le dire. Non, je l'ai vendu à 2-3 ans, 3-4 ans. Je me suis coupé un bras, je l'ai acheté à 140 et je l'ai revendu à 80. J'ai perdu 60 kilos. Et pour te dire, j'ai fait negative equity. Negative equity, ça veut dire quoi ? C'est quand, malgré le fruit de la vente, vous devez encore de l'argent à la banque. J'ai payé à peu près 10 ans mon crédit. Je devais encore 85 kilos à la banque, je crois, sur 140. Je l'ai vendu à 80. Donc, les 80, je les ai donnés à ma banque. Je devais encore 5 000 euros à ma banque. La grosse loose. Et ça, parce que j'étais passé par alors, tout le monde, il y a des bons CGP, Je dis pas que quand on n'a pas indépendant, on est forcément nul. Mais là, c'était un CGP classique. Et franchement, c'est ça qui m'a vacciné. Et c'est ça, rapidement, je l'ai compris, C'est pas 10 ans après que je l'ai compris. C'est genre 3-4 mois après, je l'ai compris. Je me suis dit, mais j'ai fait de la merde, là, j'ai signé, j'ai rien comparé. J'aurais dû voir la ville, quel est le prix au mètre carré. Là, j'ai payé 2 000 euros le mètre carré, mais quand je regarde le Bon Coin, c'est 1 000 euros le mètre carré. J'ai acheté 2 fois plus cher. Donc, même si les prix stagnent, je me prendrais de moins-value. Je l'ai tout de suite compris, mais c'était trop tard. C'est hyper dur. Le loyer qui était en dessous du prix du marché, la défisque qui était pas terrible. J'ai défiscalisé 20 000, mais quand tu te prends de moins-value de 60 000 et que tu défiscalises 20 000, tu t'es quand même perdant, tu vois. Donc tout ça, ça m'a mis une bonne claque. Et ça, c'était une erreur de jeunesse. J'avais 22-23 ans. Et là, c'est ça qui m'a mis une claque. Je me suis dit, si j'apprends pas, je vais me faire défoncer toute ma vie. Et là, c'est la première et dernière fois qu'on m'arnaque.
comme arnaque. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner par moi-même. Est-ce qu'il en avait que j'ai tout vraiment conscience? Je pense qu'il en avait conscience et... D'accord. Je pense pas. Soit il est vraiment très très incompétent, soit il est malhonnête. Parce qu'il y en a aussi. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte. Oui, une fois j'avais vu une dame. Par exemple, je reprends un truc. Est-ce que tous les CGP qui te proposent un Pinel sont malhonnêtes? Il y en a qui sont simplement incompétents. J'ai entendu une dame. Alors je continue ma question. Est-ce que tous les Pinel sont mauvais? C'est de la merde? Non. J'ai un ami qui a acheté un Pinel. Et je lui ai dit, mais là, t'as fait un super Pinel. Il l'a acheté à l'île d'Oléron, il y a 4 ou 5 ans. Lui, il nous a tous pinélisés. Un super remplacement. Et lui, pour le coup, ouais. Mais donc, donc ça veut quand même dire que je pense juste qu'à un moment, il faut pousser un peu les choses et se dire, il faut creuser soi-même. Creuser soi-même ou par moi, tu vois, un CGP que j'avais eu, avec qui j'ai pas fini le truc. Mais je lui avais dit, je veux pas ton putain de truc à bron, quoi. C'est de la merde. Et tu vois, il y a 1,50 m entre la fenêtre et le mur. Ouais. Ça marche pas, ce truc-là, au premier étage. Et en fait, à la fin, il m'avait sorti un 6e étage en région bordelaise avec une piscine, des machins. Et je pense que le truc-là, c'est valorisé. Mais donc, le client pigeon, malheureusement, ici, il cherche pas à challenger. Et moi, j'étais comme ça quand j'avais 22 ans. Mais je pense que lui, il était pas malhonnête, tu vois, celui dont je parle. Je pense qu'il était juste, il comprenait pas ma démarche. Il s'en foutait. Et puis, il se disait, bon, attends, il comprenait pas je vois un truc. Non, mais il me disait, t'achètes un truc financier. C'est pas, arrête de voir le bien immobilier. Oh là là. Je pense qu'il s'en est rendu compte plus. Il croyait que c'était un simple produit. Mais non, on n'achète pas un Pinel, on achète avant tout un appartement qu'on va louer. On devient bailleur. Attention, bailleur, c'est pas n'importe quoi. C'est des responsabilités. Et c'est pas un simple produit. Du coup, ça doit être un truc dans lequel, vous pourriez vivre dans une. Ouais, alors après, quand j'achète un appart de 20 mètres carrés en location, j'ai pas forcément envie de vivre là-dedans, mais je me reprojette dans une période de ma vie où je me dis, ok, genre jeune actif, ça joue. C'est pour ce public. Ouais. Mais du coup, les Pinel, oui, c'est tout n'est pas à jeter. L'ami qui a acheté un Pinel à l'île d'Oléron, il a fait une bonne affaire. Un autre que j'ai connu qui avait acheté lui-même un terrain, il a acheté un terrain, il a fait bâtir dessus une maison. Il a vu la mairie, il a rendu la maison éligible Pinel. Voilà. Parce que c'est du neuf. Mais là, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, malheureusement, depuis janvier 2022 ou 2021, ce n'est plus possible. Et c'était, pour moi, les seules façons de faire un Pinel rentable. Je vais faire un épisode sur les Pinel quand même. Donc, je le dis depuis longtemps, mais peut-être qu'il y a 3 ou 4% de Pinel rentables, mais pour savoir que c'est rentable, faut soi-même être assez compétent pour savoir quoi regarder et faire le tri. Au passage, je salue et j'embrasse Catherine qui nous a proposé de faire un épisode sur comment bien choisir un CGP. Elle a écrit sur contact@lamartingale.io et puis avec Laura, la productrice de La Martingale, on a décidé que c'était une bonne idée. Donc voilà. Mais ça nous donne un indice intéressant sur ce qu'on vient de dire, c'est que si un CGP te propose un Pinel qui est pas bon, soit il est incompétent, soit il est malhonnête. C'est ça, il peut être simplement incompétent parce que je pensais à une dame que j'ai vue je sais plus aux infos, je crois, il y a 6 mois ou 1 an, ou sur Internet, enfin bref. Elle disait qu'elle s'en voulait. Elle était vendeuse de Pinel et là elle se confiait, elle disait je m'en veux parce que j'ai vendu des Pinel à toute ma famille, à mes amis et je pensais que c'était bien et là j'ai démissionné parce que je m'en suis rendu compte que c'était pas bien, les prix, on les vendait avec des prix beaucoup trop élevés. Si elle s'enrichit n'importe comment et que toi t'es là avec ton truc où t'as perdu 80 000 balles et que tu t'engueules avec ta famille quoi. Après et elle disait je m'en veux beaucoup parce que c'était pas bon. Alors il y en a des gens qui sont simplement incompétents, ils n'ont pas compris que c'était pas bien. Et ce que j'ai appris aussi pendant mes études, c'est que le Pinel, la commission, c'est entre 5 et 10%. Et généralement, c'est 5% de commission pour le vendeur quand c'est dans une bonne ville, dynamique. Et quand c'est dans une ville de merde, avec peu de demandes soulevables, c'est 10%. Donc on les paye plus cher. Demandez clairement à votre conseiller. Quelle est la rétrocommission ? Si vous parle d'un Pinel, dites-lui combien va te rémunérer. Si vous dit 5%, peut-être que ça peut se gérer, vous regardez. Si c'est 10, faut le dégager. Les promoteurs montent à 10% quand c'est dur à vendre, parce que c'est dans des endroits peu attractifs. Ils montent jusqu'à 10%. Ok. Quelle est la relation, donc, pour continuer à bien vivre avec son CGP? On le voit combien de fois par an, normalement, un conseiller en gestion de patrimoine? Pour moi, c'est bien de faire un point trimestriel. Ne serait-ce qu'un coup de fil de 5-10 minutes, hein, mais pour voir si ta vie évolue, si tu as un enfant en plus, qu'est-ce qu'on peut faire, si tu vas te marier, qu'est-ce qu'on peut faire, si tu veux préparer ta transmission, si tu veux investir tes investissements en cours, comment ça se passe, est-ce que tu dois arbitrer ou pas? Il y a toujours plein de questions finalement. Il faut un CGP par couple ou un CGP par personne Pour moi, c'est par couple. Enfin, si t'es en couple non marié, c'est un chacun. Mais si le couple il est pacsé ou concubin, même si vraiment le couple il est, si tu t'inscris sur du long terme, si tu te projettes avec ton conjoint, surtout avec des enfants, tous les deux. Il faut que ça soit ensemble en famille. Il faut voir tous les deux. Il faut pas le faire laisser
Tu vois le schéma traditionnel. Ouais, le mari l'homme il y va. ouais. Ok. Non, faut que ça soit les deux qui y vont et voilà, c'est mieux. C'est un peu le médecin de famille et moi-même quand je vais chez le médecin avec mon fils, j'aime bien être là pour voir un peu comment ça se passe avec mon gamin. Et ouais, non, pour moi c'est familial. Il y a un montant de patrimoine à partir de quand on va voir en CGP. Est-ce que tu peux y aller à 22 piges Disons qu'on peut y aller si tu as des perspectives. Si tu n'as que 22-23 ans, que tu n'as qu'un livret A à 10 000 €, pourquoi pas? Tu peux y aller si tu as... T'intéresses personne veut te voir. Surtout qu'un indépendant, tu vas te dire, je vais pas le payer 300 balles pour regarder. Quoique lui, il coûtera pas cher parce que ta situation, elle est vite vue. T'es pauvre, t'as rien. Allez, dégage, va voir ta banque. Non, bah non. Mais disons que s'il y a le potentiel, si le gamin il a 22 ans, mais il est recruté chez Google à 100 000 € brut annuels, là, tu as du potentiel et donc il faut te mettre sur les bons rails tout de suite. Parce que tu as le potentiel, ça serait dommage de ne pas être sur les bons rails. Tu vois, pour faire travailler les intérêts composés, c'est etc. là où les banques sont très fortes, d'ailleurs, parce que souvent, elles te balancent un petit quand crédit étudiant, ou machin, ou quand tu as eu une mention au bac ou un machin, ils essaient de repérer les meilleurs élèves très tôt, quoi. C'est très, qu'elles donnent une prime de 200 € si mention bien, 500 € si mention très bien. C'est qu'elles veulent capter les hauts potentiels et après elles comptent sur l'immobilisme des gens. Moi, j'avais eu droit à ça, mais sauf que j'étais pas immobile. J'avais vite quitté, j'étais pas resté dans ma banque à 22 ans. Mais oui, elles comptent sur l'immobilisme. Et du coup, oui, ce qu'il faut voir, c'est la surface patrimoniale actuelle, mais aussi les perspectives d'évolution. Selon les revenus et ta capacité d'emprunt aussi, peut-être que tu as un gros potentiel et dans ce cas-là, il y a un enjeu à aller voir le conseiller. Ou même si tu n'as pas de patrimoine, tu as peut-être un enjeu à aller voir ton conseiller si tu as des projets, je sais pas, pour la retraite ou pour préparer la transmission, des questions juridiques. Tu n'as pas forcément besoin de patrimoine pour les questions juridiques. Et donc, naturellement, quand même, plus on a de patrimoine, plus l'enjeu est important et plus ça se rentabilise de voir le... Parce que si tu gagnes 1% de rendement ou 2% de rendement sur 1 million d'euros, c'est 20 000 €. Tandis que 2% de rendement sur 10 000 €, ça fait 200 €. C'est la direction que tu prends, c'est un peu ça. Le problème du CGP, c'est si tu changes de conseiller quand tu commences à être riche, et lui, il sera dégoûté, mais c'est un gros potentiel. Si t'es infidèle comme toi, Nicolas Decodin, qui passe ta vie à changer de... je challenge. Tu challenges. Donc je challenge. Ok, c'est assez clair. Je me posais un peu, en effet, la question de la manière dont t'évolues dans le temps avec ce CGP. Mais là, je t'entendais dire, si tu as besoin de conseils juridiques, je pensais aussi aux conseils fiscaux, parce que souvent, un peu, le conseiller en gestion de patrimoine peut se mettre un peu à l'intersection de tout ça. C'est ça. Seulement, typiquement, moi, pour la première fois cette année, j'ai pas de conseiller en gestion de patrimoine en l'occurrence, mais j'ai fait faire ma déclaration d'impôt par une avocate fiscaliste. J'ai déjà cité ici, je vais arrêter parce que... ah oui, j'ai déjà entendu en parler, effectivement. Voilà. Et elle prend la responsabilité des erreurs sur mes impôts auprès de l'administration fiscale. Ok, c'est ça le principe de l'administration. Un conseiller en gestion de patrimoine, ou moi, c'est ma banque privée qui à un moment m'a accompagné là-dessus. Ils m'ont dit 1000 fois, ils te prennent 12 000 warnings, ils disent on vous accompagne, mais à la fin, c'est pas nous qui signons, on est responsable de rien. Ils te le mettent par écrit 1 million de fois. Le CGP, alors déjà, 2 questions là-dessus. Il a aucun... Il gagne rien à la hausse ou à la baisse. Une fois qu'il t'a vendu ses trucs, lui, il a pas de skin in the game. Et l'autre chose, sur les impôts, pour revenir sur cette question, il peut pas non plus déclarer tes impôts pour toi. Il peut t'aider à la déclaration de tes impôts. Mais il sera pas responsable. Il paye une assurance obligatoirement. S'il est CGP, il a une assurance professionnelle. Est-ce qu'elle couvre les erreurs imputables à une mauvaise déclaration d'impôt? Ça, je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est réservé aux avocats fiscalistes. Je pense, effectivement, ça m'étonnerait pas. Et du coup, le CGP, il travaille en interprofessionnalité. Un mandataire, je sais pas si c'est que les avocats, mais ou les experts comptables, effectivement, ils peuvent avoir un mandataire ou les avocats fiscalistes. Voilà. Tu déclares. Mais donc ça veut dire que c'est pas toi qui les déclares, c'est eux qui le déclarent pour toi. Ce sont eux qui le déclarent pour toi. Ils peuvent cocher quand tu déclares, ils cochent la petite case qui va bien. Mais du coup, c'est un peu un médecin généraliste, le CGP. Il va te conseiller grosso modo pour tout ce qui est juridique. Il va te dire mais monsieur, pour vous, ça serait bien de faire un démembrement d'assurance vie, par exemple. La nue propriété aux enfants, vous gardez l'usufruit, par exemple. Et dans ce cas-là, il te donne les grandes lignes, mais il va te dire pour faire ça, le démembrement, allez voir un notaire. Tu vois, il travaille avec un notaire. Aussi, pour une autre question, il va dire les impôts, on va faire un régime LMNP pour vous, c'est plus intéressant. Vous cocherez telle case et telle case, mais pour finaliser ça, allez voir un expert comptable. Ouais. Tu vois,
C'est vraiment le médecin généraliste. Après, il t'oriente vers l'ostéo ou vers je ne sais quel spécialiste médical, dermato, etc. Mais il a une vision d'ensemble, il a les connaissances globales. Et c'est ça. Faut pas un CGP qui pense juste IMO ou bourse. Faut qu'il pense IMO, bourse, enfin tous les actifs qui existent, mais aussi fiscalité, juridique. Voilà, faut qu'il soit vraiment formé à tout ça. Et après, il va orienter vers les spécialistes de chaque question. Je reviens sur mon skin in the game. Donc, est-ce que skin in the game, il joue sa peau dans ce jeu. Moi, ce qui me plairait, en fait, c'est un CGP qui serait pas forcément indépendant, mais qui si tu veux faire des mauvais choix, il payerait avec toi, même partiellement, et s'il te fait faire des bons choix, il gagnerait avec toi. C'est pas mal ce modèle. Tu peux créer un cabinet avec ce modèle, non, mais ça reste à créer. Je crois que ça n'existe pas. Après, le tout, c'est de réussir à aller suffisamment loin, mais de dire, en fait, finalement, regarde, pour des gens qui ont beaucoup d'argent, tu te greffes à eux, si tu leur fais gagner beaucoup, bah oui, ils te donnent un petit peu, toi, en tant que CGP, c'est pas mal, parce que un peu de beaucoup, ça peut être énorme pour toi. Si tu gères, voilà, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, si tu gagnes en variable sur juste ce que tu vends, pas ta performance, bah c'est là où il est probablement cassé ce système. Ouais, c'est un peu ce que font les sociétés de gestion avec certains fonds. Il y a une commission de surperformance. Ouais, mais est-ce qu'il y a une commission de sous-performance? Ah oui, ça non. Et bah oui, mais ça c'est pas le skin in the game. Bah oui, évidemment, tu fais que gagner une carotte si tu gagnes, mais en revanche si tu perds rien. Pile tu gagnes et face tu perds pas. Effectivement, c'est une bonne question. Parce que il y a la surperformance. Mais après, il faut comparer avec quoi. Est-ce qu'on peut dire, je t'investis pour toi 100 000 euros en bourse, et on va dire l'indice de référence, c'est le Tracker World. Essaye de battre le Tracker World. Et déjà, ça, c'est pas évident de battre le Tracker World. Et si tu fais moins bien, je te reverse une partie. Ouais, là, il y a personne qui va signer. Non, et puis la difficulté. Il y a personne qui voudrait être pour CGP si tu fais ça. Pour se mettre à la place des personnes qui te conseillent, c'est aussi que quand arrêtes-tu la décision de dire j'ai fait une sous-performance ou une sur-performance? Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait. Est-ce que c'est au 31-12? Ouais, mais même au 31-12, en fait, il y a des années où tu sous-performes. La question, c'est de te dire, est-ce que si au moment où tu flanches, parce qu'en fait, on est tous contents de redonner de l'argent à quelqu'un quand tout marche. Mais la problématique des gens qui te conseillent dans tous ces univers, c'est que leurs clients flanchent quand ça marche pas. Et donc à un moment, t'as perdu 20% sur un truc avec quelqu'un qui te présentait des PDF avec que du vert et du plus 20, plus 30, plus machin, puis là tu perds 20. Bon bah si à ce moment-là tu lui dis regarde tu m'as perdu 20, j'arrête, bah évidemment lui va te dire mais non mais attends, laisse-moi 1 ou 2 ans de plus, tu vas voir, voilà. Et la problématique toi de ton côté, je lui dis bah il est gentil mais il me dit toujours on va se refaire comme le loser du Cadizino quoi. Mais si c'est pendant 5 ans, il y a un souci. Si c'est une année, bon ça peut arriver. Et surtout faut savoir avec quoi on compare. Par exemple ma banque privée, j'avais ri un cocktail de ma banque privée parce que le directeur me présentait un client, il disait alors combien vous avez fait monsieur Michu l'année dernière en bourse, et monsieur Michu disait j'ai fait plus 10% sur mon allocation offensive, merci, c'est génial, et le directeur qui se tourne vers moi en disant vous avez vu, c'est bien, on a fait plus 10% en 2021. Et moi j'ai dit mais moi pardon mais moi j'ai fait plus 31% l'année dernière en Tracker World, donc plus 10%. C'est mauvais, mais c'est décevant. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, dirait mais plus 10 c'est génial. Mais quand on sait comparer, on sait que la bourse a fait plus 31, le Tracker World, et là c'est mauvais. Et là clairement c'est 21 points de moins que le marché. Et là le client aurait mérité une rétrocom ou je sais pas, un gros cadeau. Mais le client était content parce qu'il ne savait pas comparer. Et voilà, c'est typique. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. On voit à peu près comment on choisit un conseiller en gestion de patrimoine à l'origine, comment on va les chercher, en tout cas par réseau, quelles questions on peut lui poser pour essayer de voir un peu si c'est intéressant, quels sont les premiers échanges, les conseillers de gestion, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et non indépendants, les différents modes de rémunération, la durée de vie d'un CGP, les questions qu'on pose, toujours un max de transparence, même si on l'aime, en fait on l'aime bien, etc., même si c'est un pote de pote, même si machin, toujours dire comment tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes en fait, faut pas avoir peur de ça. En France, on a un peu là-dessus, mais même à son banquier, en fait, poser la question. Ok, ce produit très bien, combien vous gagnez, qu'est-ce que je machin, est-ce que vous pouvez m'en reverser la moitié? Moi, je négocie ce genre de choses, quoi. Tu dis, bah ok, très bien, tu gagnes 10%, moi je veux en récupérer la moitié. Oui, il faut tenter, il n'y a rien à perdre. Et puis s'ils vous disent non, tu dis ok, je vais réfléchir, et puis tu vois si tu trouves mieux ailleurs, et puis point. En tout cas, il ne faut jamais signer, devant le conseiller, il ne faut jamais signer, il faut prendre le temps de réfléchir posément chez soi, tranquille.
Et quand on parle de biens physiques, allez les voir, hein, absolument. On parle de biens, tu vois que toi 140 000 euros à Épinal, faut aller. T'es pas allé à Épinal? Moi j'étais évidemment. allé voir le chantier et je me dis c'est sympa. Hein. Moi je viens de la campagne profonde du Pas-de-Calais et pour moi Épinal, franchement quand j'y suis allé, je veux pas me faire des ennemis spinaliens. J'ai bien aimé Épinal quand j'y suis allé, j'ai trouvé ça joli d'où je venais. Mais sauf que j'avais vraiment zéro éducation financière à l'époque. J'ai pas comparé les prix et ça c'était mon erreur. Vous comparez, vous regardez ce qu'il y a autour. Le neuf est plus cher que l'occasion. Enfin que l'immobilier. On dit pas occasion, on dit autre chose. Le marché de l'ancien. Le marché de l'ancien. Voilà. Et faut pas oublier qu'on achète au prix du neuf et on revend au prix de l'ancien. Et attention à ça. Voilà. Et oui, tous les CGP sont pas mauvais parce que là on pourrait croire que je vais me faire plein d'ennemis. Non, mais il y a des bons CGP, des mauvais CGP. Il y a des bons CGPI et des mauvais CGPI. Mais bien sûr, mais donc, juste à la fin de ce... Bon, moi, ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des besoins de plus en plus importants. On les a tous. Avoir quelqu'un qui t'accompagne dès le début de vie et qui est honnête et transparent, c'est très clair. Moi, je pense qu'il y a une majorité de conseillers en gestion de patrimoine qui sont compétents et honnêtes. Le tout, c'est qu'il faut pas qu'ils aient peur de te dire combien ils gagnent et qu'ils te recommandent des choses qui fondamentalement sont bien pour toi et dans lesquelles ils investiraient eux-mêmes. Point, c'est tout. Oui, c'est ça. Donc une fois qu'on sort de là, on est dans un endroit où on brasse beaucoup d'argent, c'est vu comme une martingale par beaucoup de personnes. Voilà, juste après un moment, traiter avec des gens qui vous inspirent confiance et accepter aussi qu'ils puissent se tromper de temps en temps, parce que l'erreur est humaine et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est votre argent, etc. Mais ça arrive. Ils se trompent trop souvent. Erreurs, ça peut arriver. Et bien sûr. Mais des grosses erreurs. Que les marchés oscillent, qui montent, qui descendent. Faut pas à la moindre baisse de capital, faut pas les virer parce que c'est pas comme ça. Pour être très clair, moi je pense que on est loin d'avoir dit qu'il fallait pas avoir de CGP, que c'était tous des buses. D'ailleurs, t'es CGP, je te le rappelle, donc même si je ne donne pas conseil, je précise, il y a des gens qui vont me rire, ils voudront du conseil personnalisé. Je n'en donne pas. Mais d'accord. Allez lire si vous voulez les articles. D'avenue des investisseurs. Je fais pas de consultation privée. D'accord. Donc on te retrouve sur avenuedesinvestisseurs.fr. T'as hésité. J'ai hésité. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux un peu partout. On est sur, on est un peu sur Instagram, mais on est surtout présent sur le site. Ok. C'est le site, on est newsletter et puis sur LinkedIn, je suis présent aussi. Nicolas Decodin. Je mettrai le lien de ton LinkedIn. Je t'ai déjà posé cette question la première fois que je t'ai vu, mais toi, est-ce que quelle est ta martingale? Une autre, hein, il faut que tu me balances un truc. Je ne sais plus de quoi j'avais parlé. Bah, moi non la plus. Première fois. Ça tombe bien. Peut-être que je vais me répéter, je vais radoter. La discipline, simplement être discipliné et investir régulièrement en tenant compte de son allocation patrimoniale. Moi, selon mes projets, je me suis fixé à peu près 30% sécurisé, 70% risqué. Ah ouais. J'appelle risqué, en fait, c'est pas les cryptos. Hein. Et risqué, c'est un package où je regroupe les actions, l'immobilier et 2-3% de crypto. Voilà. Okay. Tout ça, c'est risqué. Il y a un risque de perte en capital. Ouais, mais c'est pas mal. Mais voilà, définissez une bonne allocation patrimoniale. Ah oui, 30% de sécurisé, t'es livré à et... Voilà, c'est les livrés, le fonds. Oui, c'est safe, là. C'est assez mais safe. Discipline venant d'un ancien militaire, en effet, ça, je suis un peu jaloux parce que je pense que tu dois être assez fort. Moi, voilà, mon mantra, discipline, il fonctionne sur certaines choses, mais un peu gamer par moment. Ouais, mais après, et puis tu sais, moi, toutes les semaines, j'ai un épisode comme toi, hein, mais avec quelqu'un, et toutes les semaines, je me dis, tiens, la semaine dernière, fallait avec Maxime Carmignac investir dans les familles, c'était super. À chaque fois, ça te donne envie. T'as envie, là, il me faut un CGP à mort. Je comprends, parce que j'ai rédigé des articles sur le vin, comment investir en vin, comment investir en voiture de collection, ça m'a donné envie d'acheter des bonnes bouteilles de vin. Mais tout ça, tu peux pas le faire. Je reviens là-dessus, tu peux pas faire tout seul. C'est la difficulté, tu vois. J'ai fait un super épisode sur le vin avec U-Wine. Typiquement, il me tanne pour que je bosse avec eux et je me dis, ouais, j'y vais pas, mais pourtant j'adore le vin, il m'a vachement convaincu, Thomas, et du coup il faudrait que j'y aille, tu vois. Et en effet, alors soit tu délègues à certaines personnes, soit t'as un CGP qui t'aide à gérer tout, mais voilà. Et sinon, c'est ma martingale, c'est d'investir régulièrement en DCA. Voilà. Je crois que j'avais expliqué ça la fois dernière, en trackers et en DCA. Mais c'est très classique, hein, du coup c'est pas très original. Eh ben écoute, moi ça là-dessus j'y vais, mais sur le DCA j'y vais plus sur des cryptos en l'occurrence. Ouais. On verra, advienne que pourra. J'en ai aussi un peu, j'espère. Je ferme les yeux, je serre les fesses. Ça va rebondir. Super épisode en tout cas. Je te disais que j'enregistrais avec Owen Asher sur les nouvelles cryptos que je recommande. Si jamais il est sorti, sinon il sortira bientôt. Abonnez-vous à la martingale aussi. Partagez-le autour de vous, tout comme allez vous abonner à la newsletter d'Avenue des investisseurs.
Et puis aussi de la martingale d'ailleurs, puisqu'on en a une qui sort toutes les 2 semaines. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Nicolas. Écoute, à la fois, je crois qu'on a vraiment traité l'ensemble du sujet. À la fois, on est vraiment parti sur une discussion dans tous les sens. On diverge un peu. Mais je crois qu'on a mis les bons warnings. Tu vois, en effet, on est revenu 2-3 fois sur l'Aérobien, Pinel, etc. On est revenu différents, mais je pense qu'à la fin, vous savez bien les 10 bonnes choses. On va de toute façon bien les lister dans le descriptif de l'épisode sur lamartingale.io. Et puis voilà, je te dis à bientôt, Nicolas. Merci Mathieu. Salut tout le monde. Salut. Profitez bien de cette semaine. Profitez bien de nous. On enregistre à l'été 2022. Il fait chaud, il fait bon. On va profiter de nos vacances bientôt. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut, bisous. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.